Bonjour et bienvenue sur le plateau de la pêche en question pour poser aujourd'hui une question fondamentale. Dans les années à venir, la pêche manquera-t-elle de bras en France? Il est vrai qu'entre contraintes économiques ou contraintes environnementales, le métier fait, semble-t-il, de moins en moins rêver. Difficile de devenir pêcheur quand on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Difficile de séduire aussi les banquiers pour faire évoluer ses projets. De tout cela, nous reparlerons tout à l'heure avec nos invités que je vous présenterai dans quelques minutes. Mais avant cela, direction Cibourg pour rencontrer celles et ceux qui seront peut-être les pêcheurs de demain. En France, plusieurs milliers de marins-pêcheurs sortent chaque année des écoles de pêche françaises. Autrefois, le métier se transmettait de père en fils. Mais aujourd'hui, marin-pêcheur est un métier qui s'apprend dans les 12 lycées professionnels maritimes recensés en France. Depuis quelques années, les jeunes se désintéressent de plus en plus d'un métier réputé difficile et dangereux. Diminution de la ressource et baisse de rentabilité des navires de pêche n'incitent pas les jeunes à s'engager dans une profession à risque. Les pêcheurs sont moins nombreux qu'avant, la profession de plus en plus réglementée et de plus en plus technique. Alors la pêche française a-t-elle encore un avenir? Les jeunes peuvent-ils facilement s'installer à leur compte? Les formations dispensées sont-elles adaptées aux nouveaux enjeux économiques? Nous allons découvrir la réalité d'une filière en pleine mutation. Pour rencontrer de jeunes pêcheurs en apprentissage, direction la Côte Basque et la ville de Cibourg. Il est 8 h du matin. Une nouvelle semaine commence pour les 120 élèves du lycée maritime à 2 pas du port de Saint-Jean-de-Luz. Allez, fais un nœud. Ce matin, c'est cours de ramandage pour les jeunes inscrits en CAP matelot. Et voilà. Allez, puis là, tu fais ta demi-maille. Parce que tu as dû couper quelque chose, j'étais obligé de retailler. On est en train de faire du ramandage, là. Un chalut, il frotte au fond. Et ça frotte sur le fond. Et sur le fond, il y a des cailloux, il y a des épaves, il y a des bois, il y a tout ce qui peut déchirer un chalut. Et quand tu le remontes, il est déchiré, il faut le réparer. Raidis ton fil plus que ça, raidis ton fil plus que ça. Voilà. C'est comme ça la vie du pêcheur. C'est un éternel recommencement. Et ils sont là pour ça, c'est la relève. Pour un débutant, c'est pas si mal que ça. Fais tes mailles régulières, mets-toi bien en face. Voilà. Tu fais un petit nœud au bout du fil, là, et on coupe. De là, tu reviens là. Et là, tu passes entre les deux. Non. Apprendre à réparer les filets, mais aussi comprendre la météorologie, les communications radio, mais aussi la vente du poisson. Autant de matières enseignées dans les 8 formations dispensées au sein du lycée, car pour son directeur Jacques Séché, un marin-pêcheur doit être polyvalent. Sur un bateau, un marin, c'est quelqu'un qui touche à tout. C'est pas parce qu'on est sur le pont qu'on va pas donner un coup de main à la machine. Donc dans la formation d'un marin, il y aura aussi une formation mécanique. Un marin, c'est quelqu'un qui va avoir pas mal de compétences. On apprend effectivement à ramander, mais on apprend aussi à gouverner le navire. On apprend aussi à la notion de sécurité, c'est-à-dire qu'on forme des gens qui vont être capables de donner les soins à bord. Ces adolescents ont entre 14 et 15 ans. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais mis les pieds sur un bateau. Cette formation va leur permettre de découvrir toutes les facettes du métier. C'est un peu ce qui déstabilise nos jeunes quand ils arrivent chez nous, parce qu'ils viennent soit pour faire de la mécanique, et puis on leur parle aussi de navigation, on leur parle de construction de navires, et ils ont un petit peu de mal à concevoir qu'on puisse avoir besoin de toutes ces compétences sur un bateau. Et pourtant. La scolarité se déroule sur 2 ans. Au terme de leurs études, les apprentis pêcheurs auront découvert la navigation, la technologie des navires, l'océanographie ou la sécurité en mer. La théorie est agrémentée de 12 semaines de stage en entreprise, l'idéal pour se confronter à la réalité du milieu et se faire une véritable idée du métier. À la sortie du lycée, ces jeunes matelots disposeront de tous les acquis nécessaires pour débuter leur carrière. Patronner, se mettre à son compte, le rêve de tout marin pêcheur, le Graal en quelque sorte. Nous partons sur le port de Saint-Jean-de-Luz, retrouver justement une ancienne élève du lycée maritime. Alice a 23 ans.
Cette ancienne élève du lycée de Cibourg vient d'acheter son premier bateau. Sans cette formation, elle n'aurait jamais pu démarrer dans la vie active. Mon passage au lycée, oui, ça m'a permis bien sûr d'avoir mes diplômes. Après, moi, je l'ai fait en formation adulte, donc c'est assez court et intensif, on va dire. Mais bon, après, ça nous apprend quand même pas mal de choses au niveau de la carte et du reste, et de la réglementation et tout ça. Donc, de toute manière, sans passer au lycée, on ne peut pas faire ce que je suis en train de faire. Hein. On ne dirait pas comme ça, mais tous les pêcheurs y sont passés un jour ou l'autre, donc voilà. Diplôme en poche, il reste à se lancer. À quelques jours de prendre la mer, Alice appréhende ce moment. Mais elle compte sur le soutien de son compagnon. Ils ont acheté le bateau à deux et veulent partager ensemble cette aventure professionnelle. Je ne me suis pas lancée toute seule, donc forcément ça aide aussi. Et les appréhensions que je peux avoir, et même si j'ai un petit peu peur des fois et que j'ai des doutes, j'ai quand même donc mon compagnon qui est avec moi et qui me rassure un petit peu et qui est là aussi pour me montrer ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire et pas faire sur un bateau. Il m'apprend un peu tout pour l'instant, puisque moi je me lance, ça fait pas très longtemps que je suis sur le port non plus, donc j'ai plein de choses à découvrir. Premier obstacle lorsque l'on est jeune et que l'on débute, l'argent. Alice a dû trouver 100 000 € pour acheter son bateau. Bien sûr, nous, on a demandé un crédit. Et ça n'a pas toujours été facile. On a mis longtemps à en avoir un, puisqu'on a quelques banques qui nous ont refusé. Et pour au final quand même y arriver, puisqu'on ne demandait pas non plus un très gros crédit. J'ai quand même mes parents qui se sont portés caution aussi. Après, bien sûr, nous, on espère pêcher le plus possible. Il faudrait qu'on arrive à gagner au moins 400 € par jour ou quelque chose comme ça, qu'on puisse payer le crédit déjà, le gasoil, la glace et puis après on verra ce qu'on peut avoir de plus. Dans quelques semaines, Alice prendra la mer pour la première fois avec un peu d'appréhension. Mais pour l'instant, le retard dans la livraison de ses filets de pêche la cloue sur le quai. Pour l'instant, le moment que j'attends le plus, c'est de relever mes premiers filets et de voir déjà ce qu'il y a dans mes filets et puis en plus d'apprendre ce métier-là que pour l'instant je ne connais pas. Ma crainte la plus forte, on va dire, c'est qu'on ne s'en sorte pas avec le bateau. Bon, on va tout faire pour, quoi. Alice doit encore patienter. Dans quelques semaines, son tour viendra. Partir en mer au milieu de la nuit, comme le fait Dominique Dirassard depuis 18 ans. Cette figure du port de Saint-Jean-de-Luz, habituée à poser ses filets en solitaire, peut compter aujourd'hui sur un jeune compagnon. Sylvain est un stagiaire du lycée maritime de Cibourg qui vit depuis maintenant 3 semaines ses premiers instants de marin-pêcheur. Avant ce stage, il n'était jamais monté sur un bateau de pêche. Ce qui me plaît déjà, c'est d'être sur un bateau, c'est la pêche aussi. Hein. C'est une sorte de passion. J'ai un peu étudié auparavant les noms des poissons au lycée, en classe. Les nœuds aussi, les nœuds marins, les relèves de quart, les alignements par exemple par rapport à un point fixe. Voilà, ça sert toujours, ce qu'on a appris en classe. Le stage, c'est mon prof principal qui me l'a trouvé au lycée maritime et vraiment je ne suis pas déçu. Et c'est exactement ce que je voulais trouver, un petit bateau avec un patron sympa surtout. Ça va faire le petit exercice du matin, ça. Allez, vas-y. En tant qu'ancien élève du lycée maritime de Cibourg, la transmission du savoir est importante pour Dominique. Partager ce qu'on connaît, que ce soit à la pêche ou ailleurs, c'est toujours intéressant. Ça fait gagner un peu de temps déjà pour le jeune. Plus tard, ça lui fera gagner peut-être... il se rappellera peut-être de quelques conseils. Je ne dis pas que tout lui sera utile, mais il y a peut-être certaines choses qui lui viendront à l'esprit. Et puis oui, c'est agréable de le faire. Et puis, quand tu es un stagiaire qui a de bonnes compositions, en plus, ça roule, quoi. Moi, j'appellerais son stage un petit peu stage découverte, à savoir que c'est son premier stage. Il démarre à l'école de pêche. Si tu veux, il n'a pas une idée précise déjà de ce qu'il fera plus tard. Si c'est la pêche, quel type de pêche, il faut essayer de lui donner une bonne image du métier, quoi.
Un stage, c'est aussi l'occasion d'engranger quelques petites astuces qui ne figurent pas dans les bouquins. Ce matin, le cours particulier porte sur les nœuds marins. Dominique va jeter l'ancre à sa manière et faire profiter Sylvain de quelques astuces. Quand tu mets sur le sable, tu les mets comme j'ai fait là en patte droit. Et quand tu les mets sur les cailloux, tu prends le bout qui va au filet, tu le prends au bout de la chaîne et tu prends l'autre bout ici. Ce qui fait que si ça accroche, tu la remontes à l'envers. Ah, ça va pas le faire là. C'est bon. J'estime qu'il faut qu'il bosse un petit peu. Il ne faut pas le tuer à la tâche, mais il n'y a rien de tel que de participer à la vie du bord. Mais au bout de quelques jours de stage, tu n'as même pas besoin de dire, le matelot, c'est même plus un stagiaire, c'est le matelot, il fait. C'est le pied. Serein, Dominique prend même le temps de répondre au téléphone pendant que Sylvain est à la barre. Pour de nombreux marins-pêcheurs, le passage par le lycée a été un accélérateur. L'obtention des différents diplômes leur ont permis de gravir très vite les échelons dans la profession. Guillaume Schoss en est un bon exemple. Matelot pour différents patrons pendant plusieurs années, il est aujourd'hui seul aux commandes de ce bateau. Une grosse responsabilité sur les épaules. Il est 4 h du matin et accompagné de Marco, son matelot, il part jeter les lignes direction la fosse de Cabreton. Alors, on ne connaît pas forcément bien la mer, on ne connaît pas forcément bien le bateau, pas assez d'expérience. Et puis bon, même la mer, ça ne se connaît jamais, on va dire. Et c'est quand même beaucoup de responsabilités. Un patron qui te laisse à la barre de son bateau, voilà, ça implique beaucoup de choses. C'est quand même un milieu, voilà, il fait noir, on part le matin, il fait noir, il n'y a que des lumières, il faut faire attention à tout. On ne voit pas ce qu'il y a sur l'eau, il y a des bouts de bois des fois et tout ça. Donc voilà, c'est quand même, faut quand même essayer de rester le plus attentif possible. J'ai quand même 34 ans, je ne suis pas très jeune, j'ai commencé la pêche tard, j'ai commencé la pêche il y a 5 ans de ça. Tous les matins je me lève pour aller faire mon travail, ce que j'aime. J'ai eu la chance de tomber sur un patron qui me fait confiance à me laisser la barre de son bateau. Il faut être à l'heure le matin, il faut essayer de bien poser les lignes et puis que ça se passe bien pour que justement on ait le maximum de chance pour nous pour avoir du poisson. Toujours le stress parce que bon, c'est quand même un bateau, pas encore l'habitude, pas encore mes marques et tout ça, mais à mesure, voilà, ça se fait et content quoi. Le soleil n'est pas encore levé, les doigts sont engourdis par le froid. Il faut pourtant disposer des centaines de sardines congelées sur les hameçons. Elles serviront d'appât. 3 étagères de 120 hameçons chacune seront jetées au large puis remontées en fin de matinée. L'ambiance à bord est studieuse, Guillaume, d'un naturel anxieux, n'hésite pas à s'appuyer sur l'expérience des anciens. Quand on est embarqué, que ce soit en matelot ou en patron ou comme ça, en tant que matelot, poser des questions au patron, voilà, pour justement essayer de comprendre, voilà, faut vraiment essayer de comprendre le travail à faire et surtout quand même prendre conscience des responsabilités que ça implique, quoi. Parce que tout est quand même dangereux, l'hameçon est dangereux, les conditions de mer. Même là, si c'est assez favorable, ça ne bouge pas trop, c'est quand même dangereux, il fait noir, on ne voit rien, machin. Mais essayer de s'impliquer dans son travail et surtout pas prendre ça à la légère, malgré qu'on ne soit pas loin de la côte et tout ça. Voilà, c'est quand même, faut mettre en œuvre ce qu'on apprend à l'école quand même. Les règles de sécurité, les règles de navigation, voilà, et puis faire confiance aussi à son collègue à côté, quoi. Voilà, c'est une équipe, quoi. Un premier appel radio vient perturber la routine de nos 2 marins. Un pêcheur s'est installé à l'endroit où Guillaume était censé jeter ses premières lignes sur les conseils de son armateur. Non, je n'ai pas mouillé là encore.
Il va falloir jouer des coudes, Guillaume est tendu car les places sont chères. Non, en fait, suivant le courant et tout ça, l'endroit où on pose les lignes, des fois on finit pas forcément au même endroit. Exemple, là on est arrivé sur zone, le patron m'a dit qu'il fallait que je pose à un endroit. Et effectivement, en fait, il y avait déjà un bateau sur zone qui était en train de poser où j'aurais dû poser, commencer quoi. Et donc voilà, vu que je ne suis pas encore super à l'aise, on va dire, on s'est appelé à la radio et il m'a conseillé voilà, de poser après, derrière lui et qu'il n'y avait pas de problème. Voilà, donc bon, on a fait comme ça et on verra bien. La quantité de poissons peut varier d'un mètre à l'autre, alors il faut choisir la meilleure place. Guillaume posera finalement ses lignes à quelques mètres de l'autre bateau. Elles doivent être posées avant le lever du soleil, il ne faut pas traîner. Et pareil, après j'ai mouillé grand fond. Guillaume prend tout de même le temps de se rassurer en prenant conseil auprès d'Imanol, son patron resté à quai. J'ai réussi à bien prendre les virages que tu m'avais dit là. Tu sais, faire attention là, avec le virage que tu m'avais dit, ouais, au pire si tu arrives à le faire, ça tu le fais. Donc j'ai suivi ton trait noir et reparti, j'ai suivi les 170. Là j'ai pris des échelons, j'ai mon petit café à domicile là, voilà. Merci matelot. Le café à peine avalé, la pêche peut commencer. Après avoir suivi différents caps pour poser ses lignes et augmenter ses chances de prendre du poisson, Guillaume commence à les remonter. Premier poisson, allez. Le merlu est le poisson le plus prisé. Mais ce matin, la pêche est décevante. Quand tu la vois en l'air, la ligne comme ça, molle, c'est qu'on a cassé. Une des lignes a cassé, il faut immobiliser le bateau le temps de résoudre le problème. La pression monte lorsqu'un palangrier arrive sur les lieux pour jeter ses lignes. Et excusez, on a cassé au départ, voilà, tu vois, et puis là on est croché là comme des cons, voilà. De toute façon, on est tranquille au bord, on va pas se presser. Il me met le stress d'être à côté, tu sais. Tu vois, la ligne a cassé encore. Hein. Ah là là, c'est dommage, peut-être. Ah voilà, regarde. Une liche. La déception est grande, mais Guillaume ne pouvait lutter face à un petit requin qui a sectionné 2 lignes, à lui seul. Notre marin-pêcheur vit son métier avec passion, même si la pression du rendement est omniprésente. Poisson encore. Ben, il y a quelques poissons, voilà, on n'est pas rentré à zéro quoi. Ça paye rien là. Là, on n'a même pas les cartons de sardines, même pas les sardines de payer quoi. En plus, on paye ce qu'on appelle le rôle. C'est le fait d'aller travailler quoi. On paye pour aller travailler nous. Le rôle est une cotisation qui contribue pour la retraite des pêcheurs. À chaque sortie en mer, c'est une somme qui est déduite du salaire du jour. À cela, il faut ajouter les frais de gazole et le remplacement du matériel. Alors souvent, les fins de mois sont difficiles. D'avant, les anciens, ils voulaient pas trop que leurs enfants fassent la pêche parce que justement c'était dur, mais pas forcément physiquement. Mais c'est très aléatoire en paye et tout ça, donc forcément pour faire un foyer et voilà, évoluer dans la société de nos jours, il faut quand même un fixe. Il vaut mieux avoir une situation, même si on est en CDI, les payes à la part, c'est très aléatoire. Autant on peut faire des mois avec une paye normale et autant on peut faire des mois, mauvais temps, on ne peut pas aller en mer avec les petits bateaux et donc on touche 0 €. Et ça fait que tout le matin, on part déjà avec des frais quoi. C'est comme ça, hein, c'est la pêche. Ça serait trop facile sinon. Bah, il n'est pas joli celui-là. Guillaume affiche toujours le même optimisme. La pêche est pour lui une vocation. Ancien éboueur, reconverti dans la pêche il y a seulement quelques années, il n'a jamais regretté son choix de vie. Vraiment, je suis hyper à l'aise dans ce métier, quoi. J'ai pas trop de contraintes d'heures, je m'entends bien avec l'équipe, donc déjà c'est super important. J'aime ce poisson, le poisson il est beau, il a toutes ses écailles, on voit ça monter. C'est nous, on a fait, voilà, c'est notre travail, quoi. C'est le fruit de notre travail, quoi. C'est super, quoi. C'est ma passion, c'est un rêve, voilà, j'y suis, je suis content. L'optimisme de Guillaume laisse entrevoir un avenir quelque peu rassurant pour la filière. 2 ans à peine qu'il est sorti du lycée maritime de Cibourg et à 34 ans, il gagne en moyenne 1 400 € par mois.
la veille des vacances scolaires, Sylvain, le jeune apprenti pêcheur, est satisfait. Le bilan de ces 3 semaines d'apprentissage est plutôt positif. C'est une bonne expérience hein, parce que je voulais voir, je voulais être en conditions réelles quoi, parce que l'école, c'est pas l'application quoi l'école. Alors je voulais aller vraiment sur un bateau de pêche, voir comment le métier, aussi la dureté du métier, voir comment ça se passait quoi à bord. Sylvain n'est pas le premier étudiant de l'école de Cibourg formé par Dominique. En 18 années de pêche, il a accueilli 10 stagiaires. Une expérience qui lui a permis de voir évoluer les différentes générations. Là, je pense que dans les jeunes qui sont déjà même en activité, certains, hein, et qui sont passés par l'école de pêche ou autre, il y a de l'opportunisme. Avant, les gens ils faisaient le dos rond et ils restaient pêcheurs toute leur vie, quoi. Les bonnes années, ils prenaient, quand il y avait des mauvaises, ils faisaient avec. Maintenant, il y en a certains, ils n'hésitent pas, du jour au lendemain, ils prennent leur baluchon et puis ils s'en vont bosser à terre. S'ils trouvent un boulot de serveur dans un café ou n'importe quoi, ils prendront. Et puis si ça ne leur plaît pas, ils reviendront à la pêche. Il y en a beaucoup qui veulent gagner de l'argent rapidement. Face à cette nouvelle génération plus opportuniste et moins fidèle au métier, Dominique est lucide mais reste optimiste face à l'avenir. Il faut leur dire que c'est pas tout rose, quoi. Il faut leur dire que c'est pas tout rose, mais il ne faut pas leur rester un portrait non plus tout noir de la situation. Il ne faut pas les écœurer, quoi. Il faut pas les écœurer, il faut leur dire qu'il y a moyen de travailler. Il y a moyen de travailler peut-être plus facilement les années à venir. Peut-être qu'il y aura peut-être même plus de poissons qu'il y en a eu il y a 10 ou 15 ans. À eux de voir quel type de pêche ils veulent choisir, comment ils veulent travailler, quel rapport ils auront avec la ressource, avec la nature. Si on parle beaucoup de pêche responsable, on pêche, bon, pourquoi pas, il y a des gens qui arrivent à concilier une vie à la pêche et puis une vie maintenant en dehors de la pêche. Donc il y a un avenir, après à eux de voir comment ils veulent le faire. Bon, Sylvain, le dernier filet qu'on lève ensemble, t'as intérêt de porter chance. Hein. Sinon, tu rentres à la nage. Ah, je vais prendre une photo après. On la montre à mes parents quand même. Mon père il rêve d'en voir une vraie. C'est quand même joli hein, comme ça. Il est 15 h. Nos 2 pêcheurs terminent la journée de pêche à la criée de Saint-Jean-de-Luz. Dernière manœuvre pour Sylvain qui va devoir regagner sa place au port tout seul. Prends-moi le milieu de la rivière. Voilà, comme ça, là, l'église, là, et après tu te mettras bien droit dedans quand tu seras au milieu. Derniers instants sur le bateau, le temps de donner les derniers conseils. Il faut à présent trier la pêche du jour et la présenter à la criée. Ouais. Chaque pêcheur reçoit un ticket sur lequel figure le poids de chaque lot, trié par espèce de poisson. Les enchères ont lieu le lendemain matin à 6 h. Le prix du poisson est fixé selon la loi de l'offre et de la demande. La journée est plutôt décevante pour Dominique. Avec 43 kilos de poisson, la pêche a rapporté à peine 250 €. La veille, Dominique avait vendu 110 kilos de poisson pour 535 €. Sylvain a pu toucher du doigt la fragilité du métier. Il ne reste plus qu'une année d'études à Sylvain pour décider s'il poursuit dans la pêche ou s'il choisit de s'orienter vers la marine marchande ou le commerce. Avec près de 250 pêcheurs présents entre Saint-Jean-de-Luz et Cabreton, il va devoir trouver sa place.
Retour sur le plateau de la pêche en question avec nos invités. Hervé Jeantet, vous présidez le conseil spécialisé produits de la mer de France Agrimer. Luc Percelet, vous êtes le directeur du lycée maritime d'Étel dans le Morbihan. Et enfin Patrick Lafargue, vous êtes un jeune retraité, ancien de la pêche. Et aujourd'hui, vous présidez le comité régional des pêches d'Aquitaine. Alors tout d'abord, je voudrais qu'on revienne sur les chiffres de l'économie de la mer. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a à peu près 20 000 marins en France et que ces chiffres diminuent lentement mais sûrement. C'est une fatalité, Hervé Jeantet ? Non, ce n'est pas une fatalité, c'est une réalité. Je crois que de l'eau a coulé sous les carènes, la gestion de la ressource par les quotas est passée par là et le nombre d'entreprises a diminué, essentiellement au large, et c'est une réalité, il faut faire avec. Pour autant, on ne peut pas tirer de constat catastrophique en disant la pêche est finie parce que ces chiffres ont diminué. Mais quand même, est-ce que ce n'est pas l'échec de certaines explications qu'on nous donnait il y a quelques années en disant vous allez voir, pour régler le problème de la pêche, c'est très simple, on diminue le nombre de bateaux et fatalement ça ira beaucoup mieux après ? Oui, alors c'était une réflexion simpliste, mais c'est souvent le cas en politique. Les choses compliquées, les politiques, ils n'y comprennent rien, et surtout si c'est du travail. Mais ça a été, alors on ne peut pas dire totalement négatif, ça a servi à quelque chose, c'était nécessaire mais pas suffisant. Alors ça se passe comment chez vous, Patrick Lafargue ? Il y a aussi en Aquitaine, du côté de chez vous, à Cap-Breton ou à Saint-Jean-de-Luz, des diminutions du nombre de bateaux, de marins ? Non, au contraire, on a vu arriver des jeunes armateurs avec des constructions neuves, enfin du moins une chez nous au port de pêche à Cap-Breton, qui est situé dans les Landes. Non, je ne dirais pas ça. On a une moyenne d'âge chez nous des jeunes patrons armateurs qui va de 23 ans au plus vieux, je crois qu'il a 48 ans. Non, ça se passe très très bien, au contraire. Bon, en fait, c'est un petit peu différent des façades maritimes, parce que nous, on vend le poisson directement aux consommateurs par le biais de tables, etc. Saint-Jean-de-Luz aussi, ils ont cette pratique. Bon, il y a à crier, sans crier, on ne peut pas être fiable sur une année. Il y a des années mortes comme l'été, par exemple, où il y a moins de mouvements, etc. Et donc l'hiver, on a besoin des criers. On a tous besoin de la filière, que ce soit en aval ou en amont. On a tous besoin. Si ça marche chez vous, on en reparlera tout à l'heure, c'est parce que vous avez un petit peu contourné l'obstacle. C'est-à-dire que vous avez pris votre destin en main en vendant vous-même votre poisson, notamment via les AMAP. C'est une nécessité aujourd'hui de dire, si on n'est pas trop pêcheur, il faut aussi qu'on maîtrise l'après-débarquement. Il faut aller chercher les marchés. On est devenus des hommes d'affaires, on est devenus des chefs d'entreprise. Comme je vous disais en aparté tout à l'heure, c'est différent. La pêche, maintenant, c'est une gestion différente. Il faut arrêter de parler du port aux pêcheurs. C'est une fausse image de la pêche au jour d'aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que vous travaillez 24 heures sur 24, voire plus ? Le travail ne nous fait pas peur. Parce que vous travaillez sur le bateau, mais vous travaillez aussi après à quai pour commercialiser. Après, c'est les histoires. Les entreprises familiales se débrouillent et marchent très très bien, en fait. Et les personnes qui sont rapportées aussi, qui viennent là-dedans, se greffer là-dedans, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que de faire le système des AMAP, comme je vous ai expliqué, c'est quelque chose où on amène la connaissance du poisson à des personnes qui sont entre parenthèses terriens et qui n'ont pas vraiment la réalité des choses. Luc Percelet, au lycée maritime d'Étel, est-ce que vous avez plus ou moins d'élèves qu'avant ? Aujourd'hui, d'ailleurs, cette année, vous en avez combien ? 190, et on est au plus haut historique pour le lycée, donc globalement les lycées maritimes font le plein, y compris pour le secteur des pêches, qui est plutôt rassurant pour nous. Les jeunes, de plus en plus, découvrent la pêche par le bateau, par la mer, par le transport à passagers, et certains d'entre eux préfèrent finalement se destiner à la pêche parce que le métier est plus varié, leur donne plus de plaisir, plus d'engouement pour le travail. Donc, et les carrières auxquelles ils peuvent prétendre sont tout à fait extraordinaires en fait. Aujourd'hui, patronner un bateau à 21 ans, vous vous rendez compte, avoir la responsabilité d'un bateau à 21 ans, ça n'existe nulle part à terre. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et ça existe encore aujourd'hui, malgré les difficultés d'achat d'un bateau. Ça existe aujourd'hui, c'est possible. Donc voilà. Je disais tout à l'heure que le métier ne fait plus rêver. Est-ce que ça, c'est pas une vue de l'esprit d'un journaliste parisien ? Le métier finalement fait rêver puisqu'il y a 180 élèves chez vous. Ah, complètement. Je pense que c'est un métier encore peu connu, effectivement, du grand public. Mais quand on commence à le connaître, c'est-à-dire qu'on a mis le pied dedans, on y trouve une variété de possibilités. Vous vous rendez compte, vous pouvez travailler sur un bateau qui fait 8-9 mètres en proximité de chez vous. Vous pouvez aller au thon, dans l'océan Indien, prenez l'avion.
vous allez rejoindre un bateau qui fait 100 mètres de long, qui est un bateau extraordinaire, comme vous n'en voyez nulle part ailleurs. Un tonnier océanique, c'est quelque chose, un bateau extraordinaire du point de vue de ses équipements, du point de vue de son équipage, du point de vue de son type de pêche. Donc ces carrières sont extraordinaires en développé. C'est tout à fait magique d'une certaine manière. Qui plus est, de la pêche, ensuite, vous avez accès à toute la marine marchande en réalité, puisque le métier de marin-pêcheur est celui qui est le plus complet du métier de marin. Donc il ouvre après facilement à la métier du transport à passagers, à l'offshore, au portuaire, etc. Donc tous ces débouchés sont en fait des débouchés secondaires pour un marin-pêcheur qui peut avoir une carrière courte, éventuellement à la pêche, courte, relativement courte, 10 ans, et ensuite ça peut déboucher sur une carrière supplémentaire au portuaire, parce que voilà, les conditions de vie familiale ont changé et qu'il aspire à autre chose, et c'est possible. Et les brevets aujourd'hui maritimes sont des brevets mixtes, pêche, commerce, plaisance, ce qui veut dire qu'on peut passer de l'un à l'autre sans contrainte aujourd'hui, et c'est une révolution d'ailleurs en termes de réforme des formations maritimes, et qui a lieu d'ailleurs en ce moment et qui va encore aller dans ce sens de la mobilité entre les différents secteurs. Monsieur Lafargue, quand on parlait il y a quelques années du monde de la mer, du monde de la pêche, ça faisait rêver parce qu'on avait des images en tête. On avait l'image un petit peu lointaine de Flipper le Dauphin, encore plus lointaine de l'Odyssée du commandant Cousteau. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait rêver? Si je vous demandais de me faire rêver, si moi je devais vous voir, peut-être que je ferais bien marin, mais faites-moi rêver. Facile à dire. Je ne sais pas, là, c'est un monde à part, en fait. Vous n'avez pas cette envie, enfin pas cette envie, c'est pas ça. Vous n'avez pas envie d'aller dans une usine pointée tous les matins, vous voyez, il y a quelque chose. Bon, vous partez, vous vous retournez, vous voyez le soleil qui se lève. Bon, si vous restez en mer, le soleil se couche. Et puis, à un moment donné, dans la journée, vous avez un dauphin qui va vous sauter devant. Alors, ça, c'est un peu simpliste, mais ça émerveille encore. Et puis après, il y a le métier qui veut que... Moi, la première fois que mes enfants, ils sont rentrés, puisque j'ai 2 enfants qui sont à la pêche, ils sont rentrés à l'école maritime de Cibourg, pendant 15 jours, ils ont fait de la plongée. Vous n'allez pas faire ça dans n'importe quelle... à terre, c'est pas possible. On ne s'imagine pas. Hervé Jeantet, c'est plus qu'un métier, c'est un projet de vie, finalement, quand on devient marin-pêcheur, patron-pêcheur. Oui, mais... Je pense que tous les parcours professionnels sont des projets de vie. Et quand on parlait tout à l'heure de faire rêver, c'est vrai qu'il y a d'autres métiers qui font rêver. Agriculteurs, quand on parle avec eux, ils rêvent aussi. En ce moment, je pense qu'il y a 5 millions de gens en France qui rêvent de trouver un travail. Ça fait rêver, ça aussi, de pouvoir travailler. Mais alors, si en plus, on peut allier sa passion avec une rémunération, enfin, c'est top, quoi. Et alors, vos élèves, ils viennent d'où? Ce sont des fils, petits-fils, arrière-petits-fils de pêcheurs ou pas? Alors, c'était le cas dans les années 60. À l'époque, on avait entre 50 et 60% d'enfants de marins-pêcheurs. Aujourd'hui, c'est, comme dans tous les secteurs professionnels, de l'ordre de 15-20%, à peu près. Tous les autres viennent d'autres secteurs professionnels. Alors, parfois, ils peuvent avoir été en vacances sur les bords de mer et s'être dit, tiens, la mer, ça m'intéresse, ou j'y prends plaisir déjà. Et c'est comme ça que parfois, on a des élèves qui viennent des terres, parce que... Par exemple, un élève qui vient d'Angers, oui, quand même très très loin des côtes. Exactement. Et donc, il est arrivé par les vacances, en fait, sur le lycée maritime. Et finalement, il fait marin-pêcheur. Et alors, si on devait comparer la performance d'un élève qui est issu d'une famille de pêcheurs et quelqu'un qui vient des terres, comme vous dites, quel est le meilleur au bout du compte? Aujourd'hui, la formation est devenue longue et technique. Donc, c'est un métier très complet avec des formations qualifiantes. En combien de temps? Ça dure 3 ans aujourd'hui, une formation de marin-pêcheur. Et donc, je dirais que la formation a tendance à lisser tout ça. Et je crois que le jeune qui n'est pas du milieu s'en sort tout aussi bien que celui qui est du milieu. Monsieur Lafargue, un jeune qui a 3 ans de formation, qui vient sur un de vos bateaux, il est opérationnel immédiatement. Vous qui êtes le professionnel qui voyez ça sur le terrain, même si vous êtes aujourd'hui retraité. Oui,
par les stages, parce qu'il fait des stages. Après, bon, il faut qu'il soit tombé sur les bons armements et qu'il y ait la volonté des personnes qui sont à bord pour bien lui inculquer le métier. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et bon, c'est pas Avant, c'était plus facile. Aujourd'hui, on est soumis. Alors, si on n'a pas de convention pour amener ces jeunes sur les bateaux, ce n'est pas évident. Avant, on pouvait. Il y avait, comme vous disiez, le pêcheur qui rêvait, enfin, le jeune qui arrive, qui voit l'eau, il dit tiens, je partirai bien en mer. Puis avant, c'est comme ça. Vous montiez à bord du bateau, vous partiez, puis on vous faisait un livret, vous partiez, vous faisiez le travail, après vous passiez. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. J'ai passé mon brevet de capacitaire 7 ans après. J'ai été matelot, donc je n'avais pas besoin de diplôme. Aujourd'hui, pour embarquer sur un bateau, il faut le CIN, le certificat d'initiation nautique, qui, pour ma part, je trouve un peu quand même difficile pour certaines personnes qui n'ont pas un niveau d'études assez fort. Ça peut les bloquer plus ou moins, mais bon, ça change, on voit, on essaye. Bon, l'administration aujourd'hui est un peu plus posée, un peu plus calme. Et alors quand vous dites que les élèves viennent notamment parce qu'ils ont fait un stage ou qu'ils sont venus en vacances, là on est dans une logique d'attrait, de séduction avec les contacts auprès des pêcheurs? C'est-à-dire qu'en fait, au lycée, ils découvrent la mer, ils découvrent les secteurs professionnels, puisqu'ils vont beaucoup sur les bateaux. Hein, et petit à petit, ils font leur choix. C'est-à-dire qu'ils vont dans un premier stage, par exemple, sur un ferry. Et puis, de ce ferry, ils en tirent une expérience positive ou moins positive. Et puis, ils essayent un bateau de pêche. Et là, ils se disent, c'est plus varié, ça me plaît davantage. Ils confirment. Donc, il y a toute une série de stages sur 3 années qui les amènent à confirmer leur choix, en fait, de secteur professionnel au sein même de ce vaste métier de marin. En fait. Alors, on voit la formation théorique, 3 ans, M. Lafargue. Pour vous, il faut combien d'années avant d'être vraiment capable de prendre les commandes d'un bateau et de partir une journée ou plusieurs jours pour pêcher? Je vous dirais qu'on en apprend tous les jours, hein, parce que vous voyez, tous les jours, il y a une réglementation qui vient en plus. Bon, il y a quelques années, on n'avait pas les VMS, on n'avait pas les logbooks électroniques. Aujourd'hui, maintenant, moi, personnellement, si je reprends le bateau d'un de mes fils, le Crésus, il va me falloir 15 jours de stage pour savoir comment marche le logbook électronique. Hervé Jeantet, on n'en fait pas trop d'ailleurs sur les réglementations, parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu comme pour le commerce du poisson, on rajoute des feuilles à ce millefeuille, parfois un peu indigeste. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle le millefeuille. Je pense qu'on pourrait simplifier. Là, on est dans le monde de l'économie. J'étais content d'entendre le président Lafargue en disant qui disait que justement l'intérêt maintenant du pêcheur, c'est de valoriser cette ressource et d'aller jusqu'au marché pour en tirer le meilleur prix. Ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est vrai que l'environnement réglementaire, c'est un casse-tête pas possible. Il le disait, ne serait-ce que le simple logbook, les obligations en termes de contrôle, on pourrait simplifier tout en ne gâtant rien. Alors, ce que vous évoquez tout à l'heure sur les jeunes qui arrivent, moi, j'ai un patron qui m'a dit ça, il m'a dit 3 ans d'initiation et toute une vie pour savoir. Et c'est vrai, ça? On en apprend encore aujourd'hui? Oui, je vous rassure. Hein. Oui, on en apprend. Oui. Moi, j'en apprends tous les jours. Et puis d'ailleurs, c'est le but des formations, c'est le but de ce métier-là. C'est que moi, j'ai travaillé un petit peu à terre. Alors, je sais de quoi je parle en même temps. Je suis venu à la pêche par passion, mais j'étais petit-fils de restriculteur. Ça devait être ma destinée. Hein. Et mes enfants, comme je vous ai dit aussi, je leur ai dit venez à la pêche, vu ce qu'on peut gagner quand même, parce qu'il ne faut pas négliger non plus qu'il y a quand même un salaire. Parce qu'on a beau avoir une passion, si on n'a pas à manger, la passion va s'estomper et puis on ira voir ailleurs. Parce qu'à un moment donné, la réalité des choses, c'est qu'il faut payer son crier de maison, il faut donner à manger à ses enfants. Voilà. C'est la vérité. Et il faut aller là-dessus. Eh bien justement, on va parler argent. Aujourd'hui, un jeune qui sort de chez vous, du lycée maritime d'Etel, il peut prétendre à quel salaire? Déjà, une première chose, c'est qu'il est rémunéré tout de suite plein pot, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que son salaire va être indexé sur le chiffre d'affaires du bateau. Donc ça, c'est un premier point de différence avec ce qu'on a à terre. Et en plus, il va être considéré comme étant un salarié d'expérience, pratiquement, puisqu'il va avoir une égalité de traitement. Donc c'est tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans une entreprise lambda où on évolue aux fonctions des années. On démarre tout de suite avec une part du gâteau. Oui. Qui est définie. Alors, il y a des parts plus ou moins importantes suivant qu'on est patron, matelot ou mécanicien à bord du bateau. Mais s'il est matelot et qu'il a 18 ans, il aura le même salaire qu'un matelot qui a 25 ans ou 30 ans. Et déjà, de ce point de vue-là, on est sur quelque chose de particulier. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'un matelot qui sort de chez nous peut
à l'issue de l'école, donc avoir touché un salaire d'environ deux fois le SMIC terrestre. Ça paraît énorme, 2 fois le SMIC terrestre, Hervé Jantet. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Il faut requalifier les chiffres. Alors là, on est dans un sujet que les pêcheurs, mais comme d'autres professions, répugnent à aborder. Hein, il faut savoir. Pourquoi on ne parle pas d'argent sur les bateaux? Oui, et c'est dommage, parce que vous évoquez tout à l'heure ce qui faisait un petit peu le piment de l'intérêt des jeunes pour la pêche. Le vrai piment, c'est ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'on est dans une entreprise, on sait à quoi on sert, c'est-à-dire qu'on voit immédiatement le résultat. Quelquefois, vous êtes dans une entreprise, vous percevez un salaire, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans votre environnement, qu'il soit économique, financier ou technique. Sur un bateau, vous le savez tout de suite. Si vous faites défaut, le bateau ne marche pas. Non, c'est pour ça qu'il y a cet égalité de traitement, la part, parce qu'il y a une égalité au niveau du travail. Alors, si on veut donner des chiffres, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, le SMIC en France, c'est grosso modo sur 12 mois, 17 500 €. Le salaire moyen, alors je parle en brut, le salaire moyen en France, c'est 25 000 €. Le salaire moyen à la pêche, c'est 37 000 €. Il n'y a pas à rougir de ça. Alors attention, hein, on ne fait pas rien pour ça. C'est un métier qui était dur, qui est dur et qui restera dur. Mais il y a d'autres métiers qui sont durs. La boulangerie, aller travailler dans les mines, aller travailler dans les champs, c'est dur aussi. Mais là, je considère qu'il faut arrêter de se raconter des bêtises. Donc c'est encore un métier qui nourrit ses travailleurs. Monsieur Lafargue, dans votre armement, quand vous étiez à la tête de cet armement, il y avait combien de salariés ? Entre ceux qui restaient à terre et ceux qui étaient embarqués? Moi, j'ai eu jusqu'à entre 12 et 15 personnes, parce que bon, j'avais plusieurs bateaux, j'avais des personnes qui vendaient mon poisson, bon, et puis au fil du temps, moi, je me suis débarrassé de mes bateaux, mais bon, ça dépend des armements, quoi. Bon, nous, on reste une petite pêche artisanale, c'est des bateaux de 15 à 10 mètres, et c'est bon, ça bouge un petit peu, mais... et côté salaire, vous étiez dans la fourchette que donnait à l'instant Hervé Jantet? Oui, non, mais de toute façon, il faut arrêter on n'est plus à l'époque de la voile où on dit c'est pas aux pêcheurs, c'est pas aux pêcheurs. Il faut qu'on sorte de cette image. Et je rebondis sur ce qu'il disait. Effectivement, quand vous êtes 5 bonhommes sur un bateau, sur une entreprise de pêche, vous êtes ces 5 bonhommes, vous êtes là, vous voyez même ce que vous pouvez pouvoir évoluer votre salaire. Et là, il n'y a pas de la brebis galeuse qui traîne derrière. Alors dans une usine, vous pouvez vous cacher. Je ne dis pas qu'il se cache, hein, mais on peut, et on ne sait pas ce qu'en haut le pacha il fait. Absolument. Vous allez travailler. Si vous travaillez trop, on va vous dire, n'en fais pas trop. Si tu n'en fais pas assez, on va te dire, on va te foutre dehors. À la pêche, c'est différent. C'est tout le monde dépend de tout le monde. Exactement, exactement. Et on essaie de comprendre pourquoi. S'il y en a un qui ne va pas, au niveau familial, il peut y avoir des problèmes aussi. Vous voyez, c'est ça l'avantage de cette fraternité qu'on a, les pêcheurs. En dehors de la formation, j'allais dire, théorique, cette dimension de fraternité, d'entraide, de solidarité sur un bateau, ça s'inculque aussi au lycée maritime? Oui, tout à fait. On fait comprendre ça aux jeunes qui arrivent. Parce que les jeunes qui ont 14-15 ans, ils sont plutôt individualistes. Hein, c'est plutôt la génération Game Boy et iPad. Oui, tout à fait. Ils sont comme les autres. Hein. Mais en même temps, nous, par exemple, on travaille sur les stages à la sécurité, puisqu'on fait beaucoup de stages à la sécurité, puisque le métier, comme vous le disiez, est risqué. Et donc, on cherche à minimiser les risques en mer. Donc, on a tout un programme sur la sécurité. Et ce travail sur la sécurité, on le fait avec la SNSM locale. La SNSM, la Société de sauvetage en mer. Voilà, qui est le symbole même de la solidarité en mer. Donc ces valeurs-là sont inculquées très tôt parce que c'est eux qui assurent justement tout ce qui est, comment dirais-je, surveillance de surface avec leurs propres vedettes. Donc nos jeunes qui passent entre leurs mains, si je puis dire, au cours de ces stages de sécurité en mer et les messages des anciens qui sont souvent sur ces vedettes de la SNSM ou des moins anciens, mais enfin en tous les cas leur père leur inculque déjà les notions de solidarité, ne serait-ce que par la présence de cette vedette en partenariat tout au long de l'année. Voilà l'une des méthodes en tous les cas de travail des lycées, enfin du lycée d'Etel, mais aussi des autres lycées qui fonctionnent beaucoup avec la SNSM. Alors on voit l'aspect salarial, moi je voudrais qu'on voit aussi l'aspect patron-pêcheur. Admettons que demain, je sois pris de l'envie, après avoir une formation, bien entendu, d'être patron-pêcheur, je veux m'acheter un bateau. Ça coûte combien, Hervé Jantet, aujourd'hui un bateau? Quel investissement je dois mettre sur la table pour m'installer, devenir pêcheur? Alors ça dépend ce que vous voulez comme bateau. Si vous voulez, ce qu'on avait tout à l'heure, un tennis océanique, c'est 23 millions d'euros. Oui, non, je n'ai pas les moyens, je vous confirme. D'accord, je vais vous faire moins cher. Si vous voulez un 34 mètres, ça vous intéresse? Pourquoi pas? C'est à peu près 6 millions d'euros, entre 5 et 6 millions d'euros. Si vous voulez un 24 mètres, on va aller dans les 2,5 millions, 3 millions. Et après, on va descendre sur des bateaux qui sont relativement chers. La jeune fille, tout à l'heure, parlait de 100 000 euros pour un bateau de deuxième main. Donc, il ne faut pas oublier
que dans ces métiers-là, et là encore c'est une vérité, on est peut-être dans une des filières économiques qui a le plus fort taux de capitalisation. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc ça demande alors soit de gagner donc à la loterie, ou soit d'avoir des parents fortunés. Hein, c'est ce qu'on dit souvent pour les armateurs. Moi, je dis souvent, le métier d'armateur, c'est super, on devient millionnaire très rapidement, à condition de débuter milliardaire. Donc, il faut trouver donc, les financements, et les financements, logiquement, c'est la banque. C'est la banque. Mais actuellement, parce qu'il y a un discours pessimiste, vous l'avez évoqué, la ressource est ici, un discours de précaution qui a fait peur aux banquiers. Et maintenant, le banquier n'accepte de participer que s'il est sur père garantie. Il lui faut la caution du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, du conseil général, du conseil régional. Et si en plus il a la banque publique d'investissement, c'est encore mieux. Non, moi je dis, si déjà le banquier n'y croit pas, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. Mais c'est un des nœuds du problème. On est dans une filière économique qui est une filière du siècle. Les grands enjeux de ce siècle, ça sera l'eau, l'énergie et la nourriture. On est dedans. La France, il faut peut-être le rappeler, est le deuxième pays au monde derrière les États-Unis en termes de possession maritime. On est assis sur une mine d'or, mais on ne l'exploite pas. Et là, il y a une réflexion, alors certes politique, mais aussi du côté des banquiers. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Soit on le laisse aux autres, et à ce moment-là, on replie nos gaules, ou soit on se retrousse les manches et on y va. Et je peux dire qu'il y a de quoi faire. Monsieur Lafargue, ça s'est passé comment quand vous avez décidé d'arrêter et de transmettre vos bateaux? Parce que vous en aviez un certain nombre. Oui, j'ai eu jusqu'à 4 bateaux personnellement, enfin l'un après l'autre, j'en ai eu 3 pendant un certain temps. Et petit à petit, avec mes nouvelles fonctions, j'ai vendu les bateaux à mes enfants. Mais je veux dire aussi que mes propres enfants ont été les propres armateurs de leurs propres bateaux. Et c'est pas facile. Même avec un père derrière qui avait l'assurance de tout, qui était bien connu, parce que je fais partie des commissions locales du Crédit Maritime. Je travaille aussi avec le Crédit Maritime pour justement essayer d'apporter mon aide et mon expérience. C'est pas facile. Même pour mes enfants, c'était très difficile. Et comme disait mon collègue, il faut être du béton parce que bon, il faut mettre la maison en caution, etc. Et les banquiers, maintenant, ils sont très très frileux. Et ils nous demandent de plus en plus, même au niveau grammatical, sur des devis ou sur des expertises, ça devient un peu ric-rac. Hein, il va falloir qu'ils se calment, les types, là, parce que bon, ça devient très difficile. Mais malgré tout ça, bon, nous, on essaye, les anciens, les instituts, enfin, je ne sais pas si ça existe encore, les armements, enfin pas les gros armements, les coffee-pêche comme ça, les sophie-pêche, tout ça. Bon, on essaye d'aider, il faut aider les jeunes. Voilà, moi si j'avais un truc à dire, ce que j'aimerais, je voudrais que ça passe, ça c'est un truc assez fort, c'est que la flotte a maintenant à près de 30 ans. Nous avons des jeunes qui ont 25 ans sur des bateaux de 45 ans, et c'est pas évident. Et acheter un bateau, vous avez vu les prix, vous achetez un bateau de 16 mètres, c'est 1 million d'euros, vous descendez en dessous, bon voilà, ça fait des milliers d'euros au mètre. C'est pas évident, quoi. On a l'impression un peu que le serpent se mord la queue. On dit aujourd'hui aux pêcheurs, si vous voulez une activité rentable, une activité écologiquement responsable, il faut des bateaux modernes, des bateaux qui consomment moins de carburant. Sauf que ces bateaux-là, ils coûtent une fortune et il faut forcément les acheter neufs. Il faudrait que l'Europe nous aide. Bon, le dernier bateau qui a été construit encore dans ma tête, je l'ai là, c'était à Cabreton, parce que je parle de Cabreton, moi je connais que ce port, j'en connais d'autres, mais bon, au moins pour l'avoir suivi, c'était en 1991 ou 12, c'était un Beneteau, c'était le dernier bateau neuf. Moi j'ai eu une PME, par exemple, j'ai eu une PME neuve, je n'ai pas pu faire un bateau neuf parce que je n'avais pas l'argent pour le faire. Je suis parti sur l'occasion. Et petit à petit, à force de pousser des portes, j'ai réussi. Et mes enfants, peut-être qu'ils ont eu cette facilité parce que j'étais le père. Je me mets à la place de certaines personnes, comme on l'a vu dans le film, et j'en connais d'autres. J'en connais beaucoup sur Cabreton, même sur Saint-Jean, sur Arcachon, partout. Je parle toujours de l'Aquitaine, c'est ce que je connais le mieux pour l'instant. Et on essaie de les aider, quoi. Mais c'est pas facile. Surtout vos élèves, quels sont ceux qui deviendront, à la sortie, forcément patrons pêcheurs? Est-ce que vous avez une idée de ça? Quand on sort avec le diplôme, vous avez un taux de concrétisation, si je puis dire, de l'ordre de combien? On n'a pas de chiffre précis. Je pense que, alors, il y a d'abord pour patronner, souvent ils patronnent en second, c'est-à-dire qu'ils sont pas propriétaires du bateau. On leur confie la responsabilité du bateau pendant les vacances du patron en titre ou de l'armateur qui est propriétaire du bateau. Donc on leur confie progressivement les responsabilités. C'est comme ça que ça se passe à la pêche, puisque la pêche est un métier d'expérience. Donc par définition, on confie un bateau progressivement. Et parfois, ils deviennent associés ensuite.
Donc ils prennent une part dans le bateau, ça existe aussi. Donc c'est l'un des moyens de devenir progressivement patron. Et on voit des jeunes comme ça acquérir des parts dans des navires, prendre la moitié de la part du bateau par exemple, donc, et ensuite se lancer eux-mêmes dans l'achat d'un bateau. Mais c'est souvent assez progressif, ça peut prendre 5 ans, 10 ans avant qu'ils deviennent eux-mêmes propriétaires. Mais c'est une ambition de beaucoup de nos jeunes, parce qu'ils savent bien que quelque part l'aspiration à être à la passerelle, à avoir un bateau, à mener des équipages, c'est quelque chose qui est naturellement chez eux une ambition. Et donc la pêche en soi c'est une ambition, mais devenir patron à la pêche c'est une ambition supplémentaire. Alors je voudrais qu'on conclue ensemble, Hervé Jantet. Il y a plusieurs études qui disent que la flotte française va devoir renouveler 50% des équipages dans les 10 ans à venir. Alors question, j'allais dire en 40 secondes, possible ou pas ? Alors, à mon avis, c'est possible, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense que Patrick l'a très bien exprimé. Si on veut non pouvoir employer ces jeunes-là, il faut des bateaux neufs. Tu l'évoquais tout à l'heure, on a malheureusement les bateaux de nos moyens et parce qu'on refuse depuis des années d'aborder le vrai problème qui est celui de la rentabilité de l'entreprise de pêche. Redonnons à travers des réformes extrêmement fortes, une rentabilité aux bateaux de pêche. Et là, il n'y aura pas de problème. Les banquiers seront d'accord de nous financer. Le bateau se paiera lui-même. Non, avant de crier autour de la table, d'ailleurs, je remarque souvent dans les réunions où je vais, ceux qui parlent du travail n'ont jamais travaillé, ceux qui parlent d'investir n'ont jamais investi. C'est ce que je dis de temps en temps, il faudra peut-être échanger les rôles, mais ils ne veulent pas. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Campagne TV. Concret, quoi. Ah ouais, non, là... Il y en a tellement à